Bonjour tout le monde, comment ça va? Alors, voilà, un faciès habillé, maquillé, ça faisait longtemps que vous n'aviez pas vu ça. Mais là, il fallait que je fasse un petit effort, puisque même si c'est le confinement, je me lance dans ce qui va être, en tout cas à l'heure actuelle, la plus grosse série de vidéos, parce qu'en plus ce sera une série de ma chaîne, puisqu'il va s'agir de génétique des robes équines. Enfin, depuis le temps que je vous en parle, c'est parti, je me suis motivée, j'ai profité du confinement pour réécrire une 10e fois à peu près le contenu de la vidéo. Donc il va s'agir, comme je vous le disais, d'un gros morceau, d'une série de vidéos. Alors là c'est donc la première, comme le titre vous l'indique. Il va s'agir de parler vraiment des bases pour que vous compreniez en fait tout ce dont je vais parler dans les vidéos suivantes. Donc là on va pas parler vraiment de génétique des robes équines en soi, on va parler des bases de génétique pour faire des petits rappels, parce que sinon ce dont je vais parler dans les prochaines vidéos vous allez rien piper. Donc je pense qu'il faut que je vous explique ça avec mes mots dans une première vidéo, parce que le problème c'est que si je vous envoie lire des choses sur le sujet, ça va pas forcément être aussi clair que si moi j'en parle. Et puis si je vous envoie lire quelque chose et que au final vous y comprenez rien, ça vous saoule, vous n'aurez pas forcément envie de voir la suite de mes vidéos. Donc voilà, bref, donc déjà une première vidéo pour poser un petit peu les bases. En premier lieu, je voulais rapidement faire le point avec vous sur un petit peu pourquoi je me suis intéressée à la génétique des robes équines et comment. Alors en fait tout est parti de mes goûts personnels en matière de robes de chevaux. Étant très petite, je voulais un Connemara gris ou un pur sang arabe pas trop typé mais gris aussi. Mais j'avais quand même un attrait particulier pour les robes pie, alors Appaloosa entre guillemets, parce que voilà, les robes des chevaux Appaloosa on va dire, puisque Appaloosa c'est une race et pas une robe en fait en termes génétiques, donc bon. Mais pour la faire simple, en gros les robes tachetées, un peu moins que les robes pie, mais je trouvais ça sympa. J'aimais beaucoup les chevaux aux yeux bleus aussi, le peu que j'avais vu j'étais fascinée. Quand j'avais vu Rivière dans Spirit avec ses yeux bleus, j'étais waouh mais c'est trop bien. Donc ça m'est venu un peu de là, et particulièrement aussi d'un petit poney qui s'appelle Funti, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, qui est de robe qu'on appelle gris souris en français, mais donc qui est grouillot ou noirden en termes de nomenclature américaine et en termes de génétique des robes. C'était une robe que j'avais jamais vue avant, c'est pas une robe si rare que ça, surtout dans certaines races où c'est même carrément la norme. Enfin, par exemple les Highlands, comme je le disais dans ma vidéo sur le cheval de mes rêves, le dun c'est une robe très courante, et le noir dun plus particulièrement, donc c'est pas vraiment rare. Mais en tout cas dans le domaine des poneys de sport on voit pas forcément ça, et sachant que le poney club où je suis, il y a quand même pas mal de poneys qui font de la compétition, donc ça va être des robes un peu basiques. On n'a pas eu de robes vraiment, on n'a pas eu beaucoup de robes vraiment particulières dans le club. Le plus exotique qu'on a eu c'était de l'Isabelle et du Pibet, enfin c'est pas non plus hyper rare. Donc de là j'avais déjà un intérêt de base pour la génétique des robes équines, et en traînant sur Facebook, sur les fesses poney, j'ai été tombée sur un petit élevage de Shetland et de chevaux miniatures où il y avait pas mal de questions de couleurs, où j'ai eu des premières notions. Et l'éleveuse, je sais plus comment ça s'était passé, si elle avait partagé quelque chose ou si j'avais eu la suggestion du groupe parce qu'elle était dedans. Donc j'étais finalement tombée sur le groupe qui s'appelle Robes et génétique des chevaux, et je m'étais dit ah tiens mais ça a l'air vachement bien ça. Et j'avais commencé à regarder un peu les posts, et à première vue je vous avoue que j'étais en mode waouh, c'est du chinois. Et finalement en fait au fil des lectures, surtout en allant voir le site associé, j'ai pu en fait développer des connaissances suffisantes en génétique des robes équines pour pouvoir en parler confortablement, pour être à l'aise, savoir reconnaître une robe. Alors il y a toujours des cas où je suis un petit peu bancale, où j'ai pas forcément l'expérience, mais sur la globalité, sur les gènes les plus simples, enfin tous les gènes, mais sur tout ce qu'on va dire n'est pas en termes de recherche scientifique, les derniers termes de pointe, le nombre de Sabino ou de splash white qui existent, ou de dominant white, ça je suis pas forcément calée, mais sur le fonctionnement ça va. Donc dans l'idée de partager en fait mes connaissances avec vous, ça fait depuis très longtemps, depuis que j'ai ouvert ma chaîne YouTube en fait, que je voulais vous parler de ça en vidéo. J'attendais en fait de pouvoir coucher aussi proprement que possible mes idées sur mon ordinateur, sur papier si j'ose dire, puisque j'ai quand même ramené quelques notes. Ça c'est juste un cahier avec des trucs dedans. Alors, sur la vidéo ça fait que ça, je vous rassure, ça va pas être très long non plus, il y a 5 pages. Donc en tout premier lieu, je vous invite très fortement en complément d'information
à consulter, donc si vous traînez sur Facebook, à rejoindre le groupe Robes et génétique des chevaux. C'est comme ça se prononce, enfin voilà, c'est pas compliqué, vous tapez ça dans la barre de recherche et vous tomberez dessus. Il y a également le site associé, je vous mets le lien ici, alors il est un petit peu compliqué, parce que c'est genre 17 mais écrit en chiffres romains, je sais plus exactement, donc je vous l'écris là. Et de toute façon, si jamais vous vouliez le retrouver, vous tapez Robes et génétique des chevaux sur Google, ça va être le deuxième résultat parce que le premier résultat qui tombe c'est le site de l'IFCE. Donc il y a des informations dedans mais c'est pas aussi complet donc la deuxième suggestion que Google va vous donner, donc là où pour le coup c'est très complet, très clair. Je me munis du petit cahier sur lequel j'ai noté les références aussi. Il y a 2 livres que je vous recommande fortement si jamais le sujet vous intéresse. Il y a premièrement Les robes des chevaux par Laure Manand qui est édité aux éditions Vigo. C'est un livre que j'ai personnellement, que j'ai lu, qui est assez abordable quand on s'y connaît pas beaucoup. Que voilà, là je l'ai pas sous la main, puis comme on est en train de déménager, c'est le bordel dans les affaires, j'ai la flemme d'aller le chercher. Mais du coup je vous mets donc les références et l'image. Donc vraiment très abordable, assez facile à lire, enfin en tout cas moi j'ai dévoré, mais bon après moi m'y connaissant particulièrement je peux pas vraiment parler pour les néophytes complets, mais en tout cas moi je l'ai trouvé plutôt simple à lire. Et en deuxième suggestion, c'est un livre qui s'appelle Génétique des robes des équidés, couleurs et transmission, l'état de la recherche scientifique. C'est par un collectif d'auteurs, parmi eux une des admins du groupe Facebook Robes et génétique des chevaux. C'est édité par l'IFCE. Et là pour le coup je l'ai pas encore ce livre là, je voulais l'acheter, le confinement est arrivé et je veux éviter de faire des commandes donc en ligne pour éviter de solliciter des livreurs. Mais donc dès que possible je me le procurerai. Pour le coup celui-là il me semble un petit peu plus compliqué. Alors je l'ai pas lu mais tel que c'est présenté, on parle de l'état de la recherche scientifique, tout ça, à mon avis, autant il y a des choses qui vont peut-être être abordables pour des gens qui s'y connaissent pas du tout, mais à mon avis, il est un petit peu plus poussé, enfin c'est vraiment pour les gens qui veulent plutôt des compléments d'information sur le sujet plutôt que vraiment des débutants. Alors maintenant, on va presque passer donc vraiment au vif du sujet, parce qu'en tout premier lieu, donc là je vais devoir m'aider de mes notes parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire, donc si je lis pas je vais pas m'en sortir. Il faut savoir donc déjà premièrement que il y a beaucoup de gènes codant génétiquement la robe des chevaux qui sont connus et qui peuvent être testés par des laboratoires spécialisés dans la génétique des robes équines. C'est le moyen le plus fiable encore de connaître la robe de son cheval. Mais il y a aussi des gènes non identifiés ou des gènes identifiés mais qui ne sont pas testables, c'est-à-dire qu'on a su où ils étaient sur le génome du cheval mais on ne sait pas exactement encore les isoler et leur fonctionnement. Et il y a bien sûr aussi des gènes qui sont inconnus au bataillon encore, on ne sait pas du tout, enfin on les a pas trouvés, on les a pas identifiés. C'est une science qui est en perpétuelle évolution. Donc moi je vais vous parler de l'état, on va dire, enfin des choses en l'état dans lesquelles je les connais, et comme je vous ai dit un peu avant, moi je suis pas du tout vraiment versée dans les dernières connaissances, on va dire, sur le sujet. Enfin moi je me fie à ce qui est mis sur le site Robes et génétique des chevaux et le groupe, sachant que voilà, vous pouvez retrouver tout ce que je dis, vous pouvez le retrouver là-bas. Moi l'idée c'est de pouvoir vulgariser ça en vidéo parce que ça me semble plus accessible et plus digeste en vidéo. Mais en soi vous pouvez retrouver tout ça sur les sites et avec des compléments je pense plus poussés au niveau de la recherche, au niveau vraiment des termes scientifiques, de là où ça en est, savoir combien de gènes Sabino, Splash White il y a, enfin, bref. Deuxième petite chose, la génétique humaine, ça je ne maîtrise pas du tout, donc si jamais à la fin de cette vidéo vous aviez envie de me vous disiez mais tiens Marie du coup ça fonctionne comment pour la couleur des yeux, machin tout ça. Alors pour la couleur des yeux déjà il me semble que vite fait sur Google Wikipédia c'est expliqué un peu comment ça fonctionne, mais j'ai pas de source fiable là-dessus, je me suis pas penchée sur le sujet en profondeur, j'ai survolé, je suis pas du tout calée là-dedans. Alors ça va être sensiblement toujours le même fonctionnement là dans ce que je vais vous présenter dans cette vidéo. Ce que je vais dire c'est valable pour tout le monde, enfin pour tout être possédant un génotype tout simplement, parce que voilà, l'ADN il fonctionne de la même façon au niveau de la reproduction pour tout le monde, mais pour ce qui est du fonctionnement exactement de la transmission, des interactions entre les gènes, je suis incapable de vous répondre en termes de génétique humaine. Enfin pour conclure cette introduction,
vous pourriez vous demander quel intérêt de se pencher sur la génétique des robes équines. Tout simplement, on peut se dire, mais bon, bah, moi je m'en fous, mon cheval, si je le croise avec, si je croise ma jument avec tel étalon, et voilà, moi je m'en fous de la couleur, bon, et vous avez le droit. Mais il y a quand même un intérêt à se pencher à la génétique des robes équines. Alors premièrement parce que en France c'est un sujet qui est plutôt méconnu, on n'est pas aussi avancé qu'aux États-Unis sur le sujet. Il y a des efforts qui ont été faits. Sur l'IFCE, comme je vous le disais, il y a une page maintenant qui se penche un petit peu sur le sujet et un des livres que je vous ai présenté est édité par l'IFCE. Mais il y a encore beaucoup de vétérinaires qui font des identifications en se fiant uniquement à ce qu'ils voient et sans faire confiance à l'éleveur qui s'est un peu penché sur le sujet justement dans l'idée d'optimiser son croisement en fonction de la couleur. C'est tout simplement parce que la nomenclature française de reconnaissance des robes équines, ça se base uniquement sur le visuel et on prête pas vraiment attention à ce qui se passe au niveau génétique alors que c'est tout simplement 100% fiable à partir du moment où on connaît le fonctionnement et où on connaît le génotype du cheval. Donc, comment on l'a déduit, même si on n'a pas fait tester le cheval, des fois c'est pas compliqué de déduire un génotype. Et le problème d'une nomenclature qui se base uniquement sur le visuel, c'est que par exemple, si je vous donne ce cheval et ce cheval, vous allez me dire, si je me fie comme ça à ce que je sais, ce qu'on m'a appris au niveau des galops, ils sont tous les deux alezan crin-lavé. Sauf que non, celui-ci, il est bay silver. C'est-à-dire que il a une base bay en fait, il n'a pas une base alezan, et il possède un gène de dilution qui fait que ses crins sont devenus tout simplement blancs ou argentés, je sais pas exactement, j'ai pas encore trouvé la photo exactement. Mais voilà, en fait, c'est le problème voilà, de se baser uniquement sur le visuel, c'est qu'un même apparence, c'est pas forcément signe que c'est la même génétique et ça va pas donner les mêmes robes au niveau de la reproduction. Donc en outre, l'intérêt de la génétique, de connaître la génétique des robes équines, c'est de savoir comment de pouvoir prédire, on va dire, la transmission des gènes d'un ou deux parents. Si on veut obtenir une robe particulière, moi c'est ce que je vous expliquais dans la vidéo sur le cheval de mes rêves, c'est que connaissant un génotype, on peut prévoir, on peut ajouter la cerise sur le gâteau, on va dire, au fait d'avoir son poulain, c'est d'avoir en plus une robe sympa. Alors par contre, en termes d'élevage, il est très important de ne pas se focaliser que sur la robe. Parce que ça, c'est des coups à avoir un poulain qui a une morphologie douteuse, qui a pas forcément un bon caractère, qui a un mental pas terrible. Et ça, un éleveur qui fait uniquement de la couleur sans se poser la question du mental ou du physique, c'est pas du tout bien. Et d'ailleurs, ça vaut pas que pour les robes un peu originales, si j'ose dire. Quelqu'un qui voudrait un cheval gris et qui prend n'importe quel étalon gris le croisement n'ira pas avec la jument, c'est pareil, ça c'est pas du tout souhaitable. L'idéal c'est que la robe reste une option, on va dire une cerise sur le gâteau comme je le disais juste avant, un cheval qui déjà aura bon caractère, sera performant pour ce qu'on veut faire avec lui, aura une morphologie qui ne lui causera pas de problème. Et enfin, l'intérêt de connaître le génotype de son cheval, de s'y connaître un peu en génétique, c'est qu'il existe des maladies qui sont liées aux gènes de couleur, un peu comme chez le chien. Vous avez peut-être entendu parler des soucis liés au double merle, avec la propagation des races à la mode en ce moment, que sont par exemple le berger australien ou le border collie. Parce que oui, le bleu merle ou le rouge merle, c'est joli esthétiquement. Mais le problème, c'est que le risque de croiser deux chiens merles ensemble, ça peut donner des chiots double merle, donc qui ont deux fois l'allèle responsable de la couleur, mais ça donne des chiens qui ont des déficiences auditives, oculaires, mais vraiment des grosses déficiences, qui peuvent être sourds et aveugles, ou avec des gros problèmes au niveau des yeux. Et donc c'est valable chez les chevaux aussi, d'où l'importance de connaître les gènes qui peuvent provoquer des pathologies afin tout simplement de les éviter. Alors sur ce, c'est parti donc pour le vif du sujet, pour cette première partie où nous allons parler donc des notions élémentaires de génétique, plus particulièrement appliquées aux robes équines avec des exemples qui, je l'espère, vont vous permettre de comprendre la chose. Alors pour cela, je me suis équipée tout simplement d'une petite ardoise blanche ainsi que de petits stylos pour ardoise, de feutres pour ardoise effaçable, afin de pouvoir vous illustrer les exemples de la façon la plus claire possible.
Et pour ça, du coup, j'ai mon assistante paillette qui tient mon appareil photo. Je vais filmer en même temps ce que je fais là et au montage, je vous mettrai ce qui va bien pour illustrer mes propos. Donc pour l'instant, je pose ça là et voilà, je vais pouvoir donc m'atteler au sujet. C'est parti. Alors déjà, un petit point sur les chromosomes et comment ça fonctionne au niveau de la reproduction, la transmission de l'information génétique. Donc l'information génétique, elle est contenue donc, dans les chromosomes. Tout ce qui concerne la couleur des yeux, la couleur des cheveux, la forme des oreilles, voilà, tout ça c'est le génotype, c'est ce qui est contenu dans notre ADN, c'est notre génotype. Donc ce génotype, c'est la combinaison de tous les gènes qu'on porte dans notre ADN, et le résultat visuel, l'apparence physique d'un individu, c'est ce qu'on appelle le phénotype. Par exemple, moi, mon phénotype, j'ai la peau blanche, j'ai les yeux bleus, j'ai les cheveux châtains, on ne sait pas trop quoi, enfin voilà. Et ça, du coup, ça constitue mon phénotype. Alors, donc, pour vous expliquer rapidement comment ça fonctionne, donc on a donc ça c'est un chromosome, et un chromosome donc, est constitué de plusieurs gènes. Donc là par exemple on va avoir yeux, ici on va avoir cheveux, je sais pas, c'est totalement au pif, hein, c'est pas forcément comme ça que c'est sur un chromosome, enfin voilà, c'est pas forcément comme ça que sont les remplacements. Déjà il y a différentes versions des gènes, donc là par exemple, hop. Donc on a différentes versions sur le gène qui code la couleur des yeux. On peut avoir donc ça c'est les différentes versions. C'est ce qu'on appelle des allèles. Donc il y a différents allèles. Donc là par exemple on peut avoir, donc, pour le même gène, là on peut avoir l'allèle vert. Et il y a une autre version qui va s'appeler par exemple l'allèle bleu. Alors comme je vous ai dit en génétique des robes équines, en génétique humaine je suis totalement une quiche. Mais dans l'idée voilà, c'est à peu près comme ça que ça fonctionne. Et pour un même type d'allèle, ou pour tout simplement un gène, il y a toujours deux emplacements, on va dire, enfin concernant un gène, il y a toujours deux fois le gène, puisque les chromosomes ils fonctionnent par paire. Donc là par exemple on a notre paire de chromosomes avec le gène, donc l'allèle pour le coup, le gène bleu ou vert, enfin voilà, donc là par exemple on va dire que c'est le vert. Donc il y a deux emplacements, donc il peut y avoir sur un des chromosomes il peut y avoir un allèle vert et par exemple sur l'autre il peut y avoir un allèle bleu. Alors, lors de ce qu'on appelle la méiose, c'est-à-dire la division cellulaire des cellules reproductrices, les cellules reproductrices on appelle également des gamètes, là je vous fais réviser vos cours de SVT du collège normalement. Donc les paires de chromosomes dupliquées à partir de l'ADN, elles sont séparées, donc c'est-à-dire que dans une cellule non reproductrice, ça c'est une cellule lambda où il y a de l'ADN qui se balade dedans, donc on a plusieurs paires de chromosomes. Voilà, on est 4, c'est totalement bif, hein, parce que bien sûr, normalement, il y a dans une cellule, il y a normalement tout notre ADN, hein, mais là c'est juste pour vous montrer. Et les gamètes, donc si vous vous rappelez bien, donc ça c'est une cellule normale. J'utilise aussi les nomenclatures, les raccourcis comme à l'époque, donc le petit C barré là pour dire que c'est une cellule normale. Et lors de la méiose, donc la division cellulaire, la création des cellules reproductrices, donc par exemple chez les spermatozoïdes, hop. Donc là on a une cellule normale, mais chez les spermatozoïdes, chaque chromosome il est présent en un seul exemplaire. Donc là j'en ai 4 parce qu'il y a les 4 paires là. Et chez les ovules, pareil, hop. Voilà. Il y a les chromosomes sans leur paire, donc ils sont tout seuls. Donc les chromosomes de chaque type, en fait, ils n'ont qu'un seul représentant dans les cellules reproductrices. Donc nos gamètes, en fait, ils contiennent seulement 50% de notre génotype. Et ça c'est pareil aussi pour les chevaux, c'est exactement la même chose. Les spermatozoïdes des étalons, ils ont uniquement 50% du génotype. Et les chromosomes, pareil, enfin les ovules, ils ont uniquement 50% du génotype de la mère. Lors de l'accouplement, lorsque le spermatozoïde donc, du papa va rencontrer l'ovule de la maman, enfin voilà, que ce soit pour un humain ou un cheval,
hop, ils ont leur petit, donc on reste toujours à 4 même si c'est pas ça, hein. Donc leur petit chromosome là, tac, ils se retrouvent. Et en sachant qu'il y a, en fait c'est des paires définies, hein, il y a une paire 1, une paire 2, une paire 3 par exemple, une paire 4, donc là bah, on a, hop, je vais vous faire ça avec des couleurs pour faire ça bien, donc là on a le 1, le 2, hop. Je vais vous l'accélérer sinon ça va être trop long. Hop, donc voilà, en gros, on va dire que c'est un animal très très primitif avec seulement 4 chromosomes, voilà, hein, avec seulement 4 paires de chromosomes. Donc il y a des paires définies qui sont de même type. Donc bah, par exemple, 1, je sais pas, moi c'est la constitution des muscles, 2 c'est la forme du corps, 3 machin, 3 c'est la couleur des yeux, et enfin, peut-être pas la couleur des yeux, mais je sais pas, n'importe quoi, moi la couleur des sabots, enfin la couleur des pattes, des griffes. Et 4, ça va être la robe, par exemple, la couleur. Et du coup, donc, lors de l'accouplement, donc quand tout ça, hop, pouf, le petit bébé va se créer, ça va donner en fait que on va avoir un embryon, hop, donc là, bon, c'est un embryon vraiment au stade basique, hein, mais du coup, la paire 1, 2, 3 et 4 sont reformées, hop, donc je vous les mets, elles ne sont pas isolées des cellules, hein, mais c'est pour dire que les paires se sont reformé dans l'embryon, et en fait du coup l'ADN il est de nouveau complet. Donc hop, on a notre petit ADN, voilà, qui est de nouveau complet chez le nouvel individu. Donc en gros, les paires de chromosomes dans les spermatozoïdes et les ovules sont séparées pour pouvoir tout simplement reformer les paires, parce que sinon si on fait paire et paire, enfin voilà, c'est bien fait, parce que bah, sinon on se retrouverait avec pas des paires mais des quatuors de chromosomes, et ce serait le bordel. Donc voilà, c'est fait tout simplement de sorte à ce que l'ovule et le spermatozoïde, quand ils se rencontrent, ça reforme des paires pour faire un individu normal avec les chromosomes normaux, avec un génotype qui fonctionne et qui va donner un individu viable. Voilà, c'est fou. Alors, pourquoi est-ce que ça c'est important pour notre sujet ? Parce que c'est primordial en fait pour comprendre comment on peut déduire la robe d'un cheval et prédire la robe potentielle de ses descendants. Puisque comme je vous l'ai dit, il y a des emplacements précis. Alors en fait, moi j'ai fait basique en disant il y a un emplacement pour les yeux, un emplacement pour la couleur des cheveux par exemple. Mais en vrai c'est un petit peu plus complexe que ça, avec certaines interactions et tout. Et le fait en fait qu'il y ait à chaque fois 2 emplacements, ça veut dire, comme je vous l'ai dit, qu'il peut y avoir par exemple du vert et du bleu pour la couleur des yeux. Pareil, c'est totalement hypothétique. Alors il me semble que chez l'humain ça fonctionne bien comme ça, il y a un emplacement, il y a 2 emplacements et il peut y avoir un vert et un bleu. Mais en gros ça veut dire que quand l'information elle est séparée, ça veut dire que tout simplement il y a une partie des ovules qui va avoir que le bleu et une partie des ovules qui va avoir que le vert. Donc je vais revenir là-dessus juste derrière, hein, vous inquiétez pas. Ce sera plus clair en étant illustré. Pour la petite information, le cheval il possède un total de 64 chromosomes, donc c'est-à-dire qu'il a 32 paires de chromosomes dans son génotype. Et en comparaison, l'être humain on possède 46 chromosomes, soit 23 paires de chromosomes. Alors maintenant on va passer encore plus dans le vif du sujet, puisque nous allons parler de la transmission des gènes et des notions d'être hétérozygote ou homozygote pour un gène. Donc ainsi qu'on vient de le voir, le génotype d'un individu il est composé d'une moitié de gènes venant de son père et d'une moitié de gènes venant de sa mère. Donc les paires de chromosomes d'un individu, donc moi par exemple mes paires de chromosomes, il y a une moitié qui vient de mon père et une moitié qui vient de ma mère. Donc c'est-à-dire que dans mes paires de chromosomes, il y a un des chromosomes qui vient de papa, un des chromosomes qui vient de maman. Donc les chromosomes d'une même paire portant les mêmes informations génétiques, ça veut dire que dans le cas d'une couleur de robe, notamment, les différents allèles qui conditionnent la couleur de la robe d'un cheval, ils peuvent être présents en 1, en 2 ou en aucun exemplaire. Donc moi maintenant je vais vous prendre un exemple complètement simplifié avec des chevaux magiques pour pouvoir vous illustrer ça. Alors donc, je possède un étalon magique de robe bleue. Alors il a été testé génétiquement par un laboratoire des arcs-en-ciel qui m'a dit qu'il possède 2 allèles bleus, donc c'est-à-dire un allèle sur chaque chromosome de la paire correspondant à ce qui code la couleur de sa robe. La paire
robe. Donc il a 2 allèles bleus. Et donc ça veut dire qu'il est homozygote pour le gène. Ça, c'est ce qu'on appelle être homozygote pour un gène, c'est quand on a 2 fois le même allèle, donc la même version d'un gène, qu'on l'a sur chaque chromosome de la paire de chromosomes concernée. Et donc les conséquences de ça, c'est que dans les spermatozoïdes de mon étalon, hop, plusieurs, ça veut dire que dans tout ce qu'il a d'informations génétiques, hop, il y a forcément sur sa robe, comme c'est voilà, un seul chromosome de chaque paire, ça veut dire qu'il y a forcément sur le chromosome qui vient de la paire de la robe, il y a forcément un allèle bleu. Et donc ça veut dire qu'il transmettra forcément un allèle bleu à son poulain. Ça veut dire que quand les paires de papa et maman vont se réunir, il aura ses petites paires de chromosomes, tac tac tac. Alors on ne sait pas ce que maman a de l'autre côté, mais quoi qu'il arrive, donc pour maman on ne sait pas, mais pour papa ça veut dire que le poulain il aura forcément un allèle bleu qui se balade. Alors maintenant dans mon élevage de chevaux magiques, j'ai aussi une jument de robe bleue. Donc j'ai aussi une jument de robe bleue et je l'ai fait tester génétiquement aussi, et le laboratoire des arcs-en-ciel, elle m'a dit qu'elle avait qu'un seul allèle bleu, donc ça veut dire que sur la paire de sa robe, là elle a du bleu et là elle a autre chose. Ils ont juste regardé s'il y avait le bleu, ils savent pas ce qu'il y a d'autre. Mais donc ils ont vu qu'il n'y en avait qu'un. Et donc ça veut dire qu'elle est ce qu'on appelle hétérozygote pour le gène. Donc ça veut dire que parmi les ovules de ma jument, hop, là, je lui fais 3 petits ovules aussi, hop. Donc, hop, tout ce qu'il y a. Alors on va même en faire 4 pour que vous compreniez bien. Tac. Voilà. Ça veut dire que tous les ovules n'ont pas du bleu. Il y a, en probabilité, il y a un ovule sur 2 qui possède un allèle bleu. Donc si je la fais saillir, ça veut dire que en proportion, en probabilité, elle aura une chance sur 2 d'avoir un poulain. Avec un allèle bleu. Enfin dans mon élevage de chevaux magiques, j'ai aussi un étalon de robe jaune. Et lorsque j'ai fait tester son ADN au laboratoire, ils m'ont dit il n'y a pas de bleu du tout. Donc dans ce cas-là, on dit que il est ou négatif pour le gène ou non porteur du gène, enfin de l'allèle en tout cas. Donc il ne transmettra pas d'allèle bleu à ses poulains. Donc voilà, là on prend des embryons, enfin voilà, un petit spermatozoïde où voilà, il n'y a pas de bleu. Et ces poulains, du coup, voilà, enfin là je sais ça ressemble à des ovules, mais bon bref, peu importe l'ovule, donc ces poulains, voilà, ils auront forcément dans leur génotype, ça veut dire qu'ils n'auront pas de bleu non plus. Ou s'il y a un poulain qui naît avec un gène bleu, ça veut dire que ça viendra de maman. Donc ces notions d'individus homozygotes ou hétérozygotes pour un gène donné, c'est très important parce que ça permet de déterminer les chances d'avoir un poulain d'une robe donnée tout simplement. Donc lorsqu'on réfléchit à un croisement avec entre autres objectifs d'avoir une robe donnée, connaître le génotype des parents et savoir s'ils sont homozygotes ou hétérozygotes pour le gène qui nous intéresse, c'est un atout vraiment considérable. Alors une petite mise en application avec ce qu'on appelle un tableau de croisement que je vais vous faire vraiment le plus basique possible. Donc on va commencer par croiser, hop, on va croiser ma jument bleue avec mon étalon bleu. Donc jument bleue hétérozygote.
et mon étalon bleu homozygote. Hop. Donc ma jument bleue hétérozygote, on sait qu'elle a, déjà elle est hétérozygote, donc on va noter X si elle a rien. Donc elle est BX et l'étalon il est BB. Voilà, bleu bleu double bleu. Hop. Donc voilà, hop, elle a un allèle bleu. Le papa, donc, il a ces deux allèles bleus. Donc, on va les mettre de couleurs différentes pour voir bien les différencier. Hop. Voilà. Donc, là, donc, on a les différentes options en croisement de ce qui va se passer. Donc, ça veut dire que là, il y a, donc ça concerne les ovules où il y a du bleu dedans. Dans les ovules où il n'y en a pas, et dans les spermatozoïdes, il y a forcément du bleu. Alors, c'est les mêmes, hein, c'est juste pour différencier bien que vous compreniez l'illustration. Donc, il y a le cas où maman donne son bleu et papa aussi. Donc là, papa, il donne son bleu. Et là, de toute façon, en fait, il va le donner aussi dans ce cas-là. Donc, maman, elle donne son bleu aussi. Donc là, ça veut dire que c'est un poulain homozygote. Voilà, on va mettre HMZ, c'est plus simple. C'est plus pratique. Là, hop. Papa pareil qui donne toujours son bleu. Et maman aussi là. Donc là aussi, homozygote. Là par contre, donc il y a le cas où un spermatozoïde de papa rencontre un ovule de maman où il n'y a pas le bleu. Donc là, hétérozygote dans les deux cas. Et donc, qu'est-ce qu'on peut voir de ce tableau-là? C'est qu'il y a 2 chances sur 4 d'avoir un poulain homozygote. Donc, ça veut dire qu'il y a 50% de chance d'homozygote. Donc, c'est cette partie-là. Et par contre, il y a 50% de chance, donc toujours 2 chances sur 4, d'avoir un poulain bleu, mais hétérozygote. Donc là, c'est cette partie-là. Et 100% de chance d'avoir un poulain bleu. Donc en tout cas avec un allèle bleu. Donc avec un père qui porte le bleu, voilà, comme on l'a dit, il va toujours le transmettre. Et avec la mère que j'ai là, on a 50% de chance d'avoir un homozygote et 50% de chance d'avoir un hétérozygote. Maintenant on va passer à un autre exemple avec notre étalon jaune. Donc je refais mon petit tableau, hop, tac. Donc la mère hétérozygote bleu, donc BX, père jaune, XX parce qu'il a aucun des deux. Hop. Donc là, comme tout à l'heure, donc la mère, elle a le cas de ses ovules où il n'y a pas du tout le gène bleu. On a ses ovules avec le gène bleu. Et notre étalon jaune, il a aucun spermatozoïde possédant le bleu, donc 2X. Donc en croisement, ça veut dire que maman, hop, donc elle a la moitié de ses ovules qui vont donner. Et d'ailleurs, j'ai pas bien fait mon tableau là, mais c'est pas grave. Tac. Bon, on va dire ça comme ça. Hop. Et donc là, donc on a le cas où maman te l'a donné. Et papa peut donc donner aucun gène bleu. Donc là, X. X aussi. Voilà. Et là, hop, tout de suite. X. Et X. Hop. Et là, du coup, donc, nous avons papa et maman qui ont donné aucun gène bleu, puisque là c'était l'ovule et les spermatozoïdes qui se sont rencontrés. Un spermatozoïde qui n'avait pas de gène bleu, ça risquait pas de donner du bleu. Et un ovule pareil qui n'avait pas de bleu. Donc là, donc pareil, on voit qu'il y a 2 chances sur 4 d'avoir un poulain bleu hétérozygote. Comme on voit sur mon Z à rien du tout. Là. Et 50% de chance
non porteurs. Hop, c'est ceux-là. Donc on a une chance sur deux d'avoir un poulain bleu et une chance sur deux d'avoir un poulain pas bleu du tout. Maintenant un dernier petit exemple pour les tableaux de croisement pour vous démontrer en fait un petit point très simple. Donc là on va reprendre tac, tac, tac et tac. Donc là on a la mère toujours bleu, hétérozygote BX. Et cette fois, le père va également être hétérozygote BX. Donc, on a toujours notre X noir là, notre petit B bleu, hop, le B rouge, et le X. Donc notre petit tableau donc, se présente comme ça, puisque nous avons donc, les ovules de maman avec du bleu, les ovules de maman sans bleu, les spermatozoïdes de papa avec du bleu, les spermatozoïdes de papa sans bleu. Donc, on a le premier cas de figure, hop, où maman transmet le bleu. Et papa transmet le bleu aussi. Hop. Déjà, ça c'est un cas de figure. Ensuite, on a le cas de figure où maman transmet bleu mais pas papa. Donc, X. Là, inversement, papa transmet bleu mais pas maman. Et là, bah, aucun des deux le transmet. Donc, X. Personne. Alors, voilà, personne n'a donné bleu, le poulain n'est pas bleu. En question de probabilité, donc, ça veut dire qu'on a une chance sur 4. Donc 25% de chance d'avoir un poulain bleu homozygote. Celui-là. Ensuite, on a 2 chances sur 4 d'avoir un poulain hétérozygote. Donc ça veut dire qu'on a 50% de chance. Enfin, du coup, il faut dire qu'une fois, je vais mettre au milieu. On a 50%. Hétérozygote. C'est ces deux-là. Et on a une chance sur 4, 25%, de non porteur. Donc voilà, en termes de probabilité, ça donne ça. Mais en termes plus poussés de probabilité, donc là on a bien les 100%, puisqu'on a 25% de chance d'avoir homozygote, 25% de chance d'avoir pas de bleu, et 50% de chance d'avoir hétérozygote. Mais dans tout ça, on a 50 plus 25%, on a 75% d'avoir du bleu. D'où l'importance en fait, d'où le conseil le plus basique qu'on puisse donner, c'est pour optimiser les chances d'avoir un poulain d'une certaine robe, c'est en fait de prendre 2 parents de la même robe, même si on ne connaît pas leur génotype exactement. Ce qui permet tout simplement d'optimiser les chances d'avoir. Alors après, c'est mieux homozygote si on veut, si ça a un intérêt en reproduction, mais ça a un intérêt en reproduction, mais mais sinon pour soi, si on ne veut pas faire produire le poulain, si c'est un mâle et qu'on le castre et qu'il est hongre, ça n'a pas d'intérêt d'avoir un homozygote. Mais en tout cas, on peut constater que on a 75% d'obtenir la robe qu'on veut en croisant 2 parents qui ont la couleur, en tout cas du moins qui ont le gène, puisque un gène donné ne veut pas forcément dire une couleur, mais on va partir une couleur donnée visuellement. On va aborder ça un peu plus tard, mais voilà pour la partie purement probabilité et vous expliquer comment ça. Voilà donc pour ce qui concerne les notions d'homozygotie et d'hétérozygotie. Donc j'espère que vous n'êtes pas encore perdus. Si jamais vous avez le moindre doute, si c'est pas très clair, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires ou éventuellement à aller consulter des sites, d'autres sources pour approfondir le sujet. Donc maintenant on va aborder le fonctionnement des allèles entre eux, puisqu'il y a 3 grands différents types d'allèles qui sont les allèles dits dominants, les allèles dits récessifs et les allèles dits semi-dominants.
Alors, il y a peut-être des façons plus complexes de fonctionner pour les allèles. Enfin, c'est une terminologie qu'on a actuellement qui sera peut-être contestée à un moment donné ou complétée par par un avancement de la recherche. Mais en attendant, c'est les trois grands types d'allèles qu'on a repérés, dont on a identifié le fonctionnement, et c'est la terminologie qui est acceptée pour ça. Alors en rapport avec cette terminologie, je vais également vous expliquer comment est-ce qu'on écrit un génotype en fonction du type d'allèle justement. Alors ça, c'est pas moi qui l'ai décidé, hein, c'est une terminologie scientifique admise, et si vous vous souvenez un petit peu de vos cours de génétique, normalement vous êtes un peu sensibilisé à ça. A noter qu'on ne note pas les allèles qui sont pas présents quand le cheval est tout simplement non porteur quand on écrit le génotype complet, à moins que ce soit pertinent, mais en général, voilà, si le cheval est juste noir, enfin voilà, on va pas rajouter les gènes, on va juste mettre ce qui concerne le génotype du cheval le plus simple, enfin voilà, ce qui concerne sa robe noire, on va pas s'encombrer de rajouter les gènes, de dire bah, il a du noir mais il a pas du crème, il a pas du machin, on dit juste ce qu'il a. Donc en premier lieu, on a les gènes dits dominants. Donc ces gènes, ils ont la particularité, en fait, enfin ces allèles ont la particularité d'avoir besoin d'une seule copie dans le génotype pour apparaître sur le phénotype. Donc on les note en majuscules. Donc on va prendre par exemple un gène dominant qu'on appellera le gène Pégase, et dont l'expression phénotypique c'est de donner des ailes à un cheval. Donc puisqu'il est dominant dans le génotype, on écrira PEG en majuscule s'il est présent et PEG en minuscule s'il est absent. Donc sur le plan extérieur, comme il est dominant, il suffira en fait de voir un cheval ailé pour en conclure qu'il a au moins une copie de l'allèle, et voilà, on sait qu'il est au moins hétérozygote. Donc si on écrit son génotype, donc ce sera soit, s'il est hétérozygote, PEG majuscule, PEG minuscule, ou PEG majuscule, PEG majuscule. Et souvent on écrit aussi entre crochets si vous vous souvenez bien. Après voilà, là on n'est pas dans le cadre d'une phrase où on cite le génotype, donc en tout cas moi dans les exemples que je vais vous montrer, donc c'est pas obligatoire. Mais voilà, quand on écrit une phrase, si on dit ce cheval a été testé, alors j'écris très mal, on a été testé PEG, voilà. Là il faut l'écrire entre crochets, après voilà, moi donc c'est juste une nomenclature, moi j'y suis pas. Donc voilà, donc en résumé, donc gène dominant, donc on écrit en majuscule quand il est présent, en minuscule quand il est absent, et donc le génotype ce sera écrit de la façon suivante, ce sera forcément PEG majuscule, PEG minuscule, ou PEG majuscule, PEG majuscule. Donc s'il est non porteur, on peut écrire PEG minuscule, PEG minuscule. A noter que la forme, quand il y a un gène à écrire, un allèle à écrire en majuscule, il est toujours en premier, le minuscule en deuxième. Je vais vous illustrer ça tout de suite avec les allèles récessifs. Donc les gènes et allèles dits récessifs, ils ont impérativement besoin d'être présents en 2 exemplaires pour apparaître sur le phénotype. Donc 2 exemplaires obligatoires. Donc un individu doit forcément être homozygote pour pouvoir exprimer en fait un allèle, pour exprimer le caractère lié à ce gène, tout simplement. Donc là, on va prendre par exemple un gène récessif qu'on appellera le gène licorne. S'il s'exprime, il va donner une belle corne dorée torsadée à un cheval. Donc puisqu'il est récessif, il va être noté lic minuscule s'il est présent et lic majuscule s'il est absent. Donc là par exemple, un cheval qui n'aura pas l'expression du gène licorne dans son phénotype, parce qu'il aurait donc un seul licorne présent, ça s'écrirait forcément dans cet ordre-là. Voilà, comme je vous disais, on met les majuscules en premier, même s'il n'y en a qu'un. Ça paraît, voilà, c'est une nomenclature, c'est juste pour la lisibilité des vidéos à venir que je vous précise ça.
Donc d'un point de vue du phénotype, si je vois un cheval avec une corne sur le front, je saurais en fait qu'il est forcément homozygote, donc il aura son génotype qui s'écrira comme ça, lic minuscule, lic minuscule. Ce sera forcément ça. Donc si on teste un cheval au niveau du génotype et qu'on voit que il a un des deux, on sait que si on le croise avec un autre lic, on aura comme ça, voilà. Comme je vous disais, 75% de chance d'avoir un cheval au minimum lic majuscule, lic minuscule, et 25% de chance dans tout ça, dans ces 75%, d'avoir un homozygote, donc avoir un cheval qui sera également licorne, qui ressortira avec une corne. Donc comme je vous le disais, si on teste un cheval et qu'il est lic majuscule, ce ne sera pas forcément pertinent voilà, de l'écrire, de le mentionner dans le génotype complet. On dira, bon du coup, il a tous ses gènes et on ne mettra pas forcément qu'il est non porteur. Alors, la troisième grande catégorie de gènes et d'allèles qu'on va aborder, ce sont les gènes semi-dominants. Tout comme les gènes dominants, ils sont écrits en majuscule quand ils sont présents, en minuscule quand ils sont absents. Et le gène semi-dominant, un gène semi-dominant a la particularité de s'exprimer différemment au niveau du phénotype, selon qu'il est présent à l'état hétérozygote ou homozygote dans le génotype. Donc par exemple, on va prendre un gène fictif qu'on appellera le gène Rainbow. Donc c'est un gène qui a tendance à donner des crins multicolores et un poil aussi irisé, bien coloré. Il est noté donc RA s'il est présent, RA minuscule s'il est absent. Quand il est présent en un seul exemplaire, donc on écrit le génotype, RA majuscule, RA minuscule, on va avoir un cheval donc, qui va avoir donc on va avoir un cheval qui va avoir un corps, des poils du corps irisés et des crins un poil plus clair, voilà. Et en fonction de la lumière, on va voir un peu les couleurs de l'arc-en-ciel briller sur son poil. Donc ça, c'est présent à l'état hétérozygote. Par contre, si je l'ai à l'état homozygote, donc on peut l'écrire RA majuscule, RA majuscule, là, on va avoir un poil très clair et très irisé, et des crins arc-en-ciel. Donc là, pour le coup, pareil, à l'état phénotypique, donc quand je verrai un cheval si je vois un cheval avec un corps irisé, des crins un petit peu méchés, de poils irisés, un poil plus clair, je me dirais tiens, lui il a le gène Rainbow, mais en un seul exemplaire. Et quand j'en vois un qui a carrément une dégaine de cheval magique avec les crins arc-en-ciel, super brillants, le poil très clair, je saurais qu'il est homozygote pour le gène Rainbow. Alors pour un dernier petit point rapide, que je ne vais pas approfondir parce qu'on y reviendra plus en profondeur le moment venu, il y a des interactions entre les gènes qui peuvent exister. Où en fait, tout simplement, ça veut dire qu'un gène plus un autre vont faire que la robe va être modifiée d'une façon spécifique. Par exemple, on peut prendre dans nos gènes fictifs un cheval qui aurait à la fois le gène Pégase et le gène licorne. Donc par exemple, on va prendre un cheval hétérozygote sur le gène Pégase, donc avec son génotype qui s'écrirait comme ça. Donc un cheval qui a une corne sur le front et qui a le gène Pégase aussi. Donc un cheval normalement Pégase, il a des ailes. Un cheval juste licorne, il a une corne. Mais donc non seulement le cheval là, avec ce génotype, donc il a des ailes et une corne, mais en plus de ça, donc ces deux gènes, quand ils interagissent entre eux, ça va donner des crins
qui vont des crins dorés, voilà. Ils vont avoir des crins dorés en plus du reste. Alors c'est un exemple, hein, ils peuvent avoir des crins dorés ou des mèches fluo, enfin voilà. Mais en gros dans l'idée, il y a des gemmes qui fonctionnent comme ça, qui séparément ils vont juste avoir une caractéristique, mais mis l'un plus l'autre, ça va donner une modification particulière à la robe, une couleur d'yeux particulière, une couleur de poil particulière, voilà, des taches d'une certaine façon. Et donc tout ça, voilà, comme je vous le disais, on y reviendra plus en détail plus tard, mais c'est juste pour vous mentionner que ça existe, des interactions entre gènes qui séparément ont une action particulière et mis ensemble vont avoir une action encore plus spécifique. Voilà, c'est donc tout pour cette première partie où j'ai pu vous présenter les bases. J'espère que ça va pas être trop lourd pour vous, je pense que la vidéo va être quand même assez longue parce que je crois que j'ai tourné pendant près de 3/4 d'heure. En comptant voilà tous mes petits trucs à l'ardoise, mes petites galères et tout. Donc je pense que ça va être assez cossu, j'espère que ça vous aura pas trop saoulé. La prochaine vidéo donc que je vais tourner, pas dans la foulée aujourd'hui parce que là j'ai chaud, j'ai fermé la porte et tout, mais il fait chaud aujourd'hui là. Donc je vais aérer juste après, je vais aller prendre l'air, je vais peut-être me changer, mettre un débardeur parce que là je cuis un peu. Mais donc je vais vous tourner ça rapidement, peut-être demain ou dans le week-end, en tout cas j'ai le temps, puisque là on est le 23 avril. D'ailleurs c'est l'anniversaire de Maninon, donc voilà. Quand vous aurez vu cette vidéo ce sera trop tard, mais sachez-le, elle est du 23 avril. Et cette vidéo sortira le 2 mai. Donc il y a le temps, sachant que ce sera, je vais peut-être pas faire une vidéo par semaine, mais peut-être plutôt 2 par semaine. Je vais essayer d'aller vite dans mes tournages et dans mes montages, j'ai le temps pendant le confinement. Donc pour pouvoir vous proposer un contenu assez rapproché rapidement, parce que le problème c'est que si je procrastine trop et que je sors les 2 premières parties rapidement et qu'après les suivantes viennent 2 mois après, ça va vous lasser, c'est pas intéressant. Et moi non plus, parce qu'en plus je vais perdre le fil de ce que je raconte. Donc voilà, je vous tease déjà la prochaine vidéo donc, qui va arriver. Donc ça va sortir le 2 mai. Je vais essayer de sortir la deuxième vidéo le mercredi qui suit. Donc la prochaine vidéo, on parlera des robes de base et des modificateurs. Sur ce, je vous invite à liker, partager la vidéo. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner si jamais la chaîne vous plaît. Je vous laisse donc digérer tranquillement tout ça. Je vous dis à mercredi pour la suite. Je vous fais plein de gros bisous. Mouah. Holy shit.